Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette quatrième session de l'Oracle Security Week. Je suis Manon Mancel, chef de projet marketing technologie chez Oracle France. Je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième et dernière session de la semaine de la sécurité Oracle. Donc on va revenir dans un instant sur les sujets qui ont été traités cette semaine. Mais avant ça, je voulais prendre le temps de vous partager à nouveau les deux propositions voilà, que l'on a pour vous dans le cadre de cette série. Donc la première, c'est une opportunité qui nous vient d'Oracle University, une proposition très intéressante puisqu'elle vous permet de monter en compétence sur les solutions de sécurité du cloud Oracle. Donc vous avez accès en fait à une série de sessions gratuites qui vous permettent à la fois de vous former et de monter en compétence sur ces offres de sécurité. Donc, vous pouvez, pour y accéder, scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou cliquer sur le lien que vous nous partage dans le chat. Euh, Également aujourd'hui, ce matin, on vous partage le groupe LinkedIn. Donc voilà, c'est un groupe Objectif Cloud Oracle que l'on a créé il y a déjà un petit moment. Donc c'est un groupe d'échange entièrement en français. On compte déjà plus de 1000 membres et on y partage les actualités sur le Cloud Oracle, les replays de nos événements de la série, comme celle de la Security Week. Et on y partage également les actualités sur le cloud. Vous pouvez prendre contact aussi avec nos experts qui sont à votre disposition via ce groupe. Donc, même principe, vous pouvez soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le lien que l'on vous partage. Donc, si l'on revient maintenant sur le programme de la Security Week, donc, qui a commencé mardi matin. Donc, mardi, on a parlé vraiment des tendances sur la sécurité pour vous aider à bien préparer et anticiper les sujets clés de la sécurité pour la rentrée de septembre. Mercredi, on s'est concentré sur la sécurité du cloud, sur les architectures multi-cloud et vos architectures qui supportent les applications, notamment d'IA. Hier, on est revenu sur la sécurité de vos données, de la protection de vos data et de vos bases de données, et on s'est aussi penché sur les trois chemins d'attaque qu'il est nécessaire pour vous de savoir contrer. Et aujourd'hui, donc pour clore cette série, on va se pencher sur un sujet d'actualité, donc comment préserver la confidentialité, assurer la conformité, la souveraineté de vos données pour vos projets d'IA. Donc comme vous le constatez, c'est un programme très complet. Si vous avez manqué une session, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver voilà, dès la semaine prochaine tous ces contenus en replay, soit par mail, soit via le groupe LinkedIn dont je viens de parler à l'instant. Donc, je vous partage également le slide du Safe Harbor qui atteste que tous les contenus dont on va parler ce matin n'ont pas valeur de contrat. Et puis, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet pour cette quatrième et dernière session. Donc, comment construire votre plateforme IA sécurisée et souveraine. Et donc, pour cela, je vais appeler nos deux intervenants de la matinée que vous avez sûrement déjà croisés sur une ou plusieurs des sessions de cette semaine. Donc, avec nous ce matin, Hakim Loumi, donc Senior Principal Product Manager, donc Database Security au niveau Oracle Corporation, et également Damien Rillard, donc Senior Directeur IMIA Sovereignty Lead. Et Damien, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne session. Merci beaucoup Manon et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière session. Moi, j'étais déjà dans la première mardi. Le but aujourd'hui, c'est de parler de l'IA, de parler de la sécurité et de parler de manière extrêmement pragmatique de comment est-ce qu'on peut implémenter cette IA. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'IA et de cyber, on parle de beaucoup de choses très différentes. Alors, je voulais commencer sur ce premier slide pour vraiment essayer de tirer les idées au clair. En fait, il y a beaucoup d'angles de vue quand on parle d'IA et de cybersécurité. Le premier angle, c'est le fait que les outils d'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle comme un outil, comme une capacité supplémentaire, peut être utilisé par les pirates, par les hackers, pour finalement vous attaquer avec une puissance de feu, je dirais, qui est supplémentaire. Il y a beaucoup de manières différentes de penser à comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démos, si vous allez regarder un petit peu sur le web, de comment des attaquants utilisent, par exemple, l'IA générative pour aider dans rédaction de mails de phishing, dans l'automatisation du phishing, dans la reprise d'informations extrêmement précises, etc. Il y a évidemment
tout l'autre aspect, parce qu'on parle tout le temps de GenAI aujourd'hui, mais l'IA est beaucoup plus large que ça, tous les aspects des deepfakes, donc toute la partie capacité de créer des vidéos, d'imiter la voix des gens, qui peut être utilisée, y compris dans le phishing par téléphone. Et il y a un exemple que je vous ai déjà cité mardi, que je trouve extrêmement parlant, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser la bonne vieille arnaque au président, qui n'a rien de nouveau, hein, les arnaques au président, ça existe depuis très longtemps, mais avec l'IA, autrement dit une arnaque au président on steroid, qui a consisté, vous pouvez retrouver facilement cet article de CNN, à ce que une personne, un employé à Hong Kong, s'est en fait fait complètement prendre dans une réunion, une conférence comme on fait tous les jours avec, comme on dirait, plein de gens en vidéo. Il était avec le directeur financier de son entreprise et plusieurs autres personnes, et 100% des gens qui étaient dans cette conférence étaient des deepfakes. Il était donc la seule personne de l'entreprise réellement dans cette conférence, et les pirates ont donc pu euh, continuer avec leur histoire de manière à ce que la personne, en ayant l'impression d'avoir parlé aux gens de son entreprise, aille jusqu'à faire un virement de 25 millions de dollars, ce qui est quand même une petite somme, pour évidemment ces pirates, à leur bénéfice. Alors, c'est une course où faut pas croire que ceux qui défendent sont forcément en retard. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que les outils qui sont utilisés dans les Security Operations Center, les outils qui sont utilisés dans la plupart des produits que vous utilisez en termes de cybersécurité, ont du machine learning, ont de l'IA. Pour parler par exemple du cloud Oracle, ce que vous voyez ici sur l'icône qui vient de s'afficher, c'est la manière dont beaucoup d'outils dans le cloud Oracle, comme par exemple CloudGuard Threat Detector, utilisent en fait des algorithmes très avancés d'IA pour détecter à votre place un bruit très faible qui est en fait le marqueur de tentatives d'attaque potentielles sur vos tenants, selon par exemple les techniques du MITRE ATT&CK Framework, qui décrit donc toutes les capacités, toutes les méthodes entre guillemets connues d'attaque d'un tenant IaaS par exemple. Donc voilà, deux aspects intéressants pour commencer qui sont l'IA comme outil à la fois pour attaquer, mais aussi pour défendre. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. C'est évidemment une technologie qui est extrêmement intéressante à utiliser, malheureusement pour les deux côtés. Et donc, il ne faut pas passer à côté et il faut être certain que vous bénéficiez, vous, pour vous protéger de cette technologie-là. Le troisième aspect, c'est vraiment un aspect qui est différent, qui est l'IA comme application, l'IA comme composant dans votre architecture d'entreprise. Et la question, c'est comment mettre en place ce composant en tant que nouvelle technologie, comment le déployer en étant certain que cette technologie n'amène pas des risques que vous ne contrôleriez pas. C'est quelque chose qui est vrai à chaque fois qu'on introduit une nouvelle technologie. Je me rappelle, il y a quelque temps, quand on a, par exemple, introduit le Wi-Fi dans les entreprises au tout début des années 2000, et il y a toujours à chaque fois des réactions qui sont, OK, c'est une nouvelle technologie réseau, elle apporte, elle est peut-être pas très bien sécurisée, donc elle me fait peur, donc je vais pas en faire. Et en fait, je pense que comme à chaque nouvelle introduction d'une nouvelle technologie, il faut faire très attention à ce point où on dirait finalement, on va pas faire la technologie parce que finalement on sera plus sécurisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'un des premiers risques liés à cette vague d'IA générative, c'est l'utilisation non contrôlée par les employés de toute entreprise de cette technologie parce qu'elle n'est pas fournie par l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le shadow IT de manière générale. Et donc là, je pense qu'on peut parler de shadow AI et spécifiquement du caractère qui est la perte de données, donc le data loss, à cause du shadow AI. Donc de quoi je parle? Discutez autour de vous, ou peut-être vous-même. Plein de gens ont pris des abonnements à leur générative AI favorite. Parce qu'évidemment, ça aide. Évidemment, ça permet de faire des choses plus simples. Ah bah ça va me permettre de rédiger cet email, par exemple, beaucoup plus simplement, ou ça va me permettre de faire des avancées sur mon code, ça va me permettre de faire des avancées sur mon CV, etc., etc. Et cetera. Et finalement, pour faire ça, on communique des données quand on prend
Et en fait, de base, si vous cochez pas les bonnes cases, bah, ces données, en fait, elles vont être réutilisées pour peut-être l'entraînement des modèles suivants, pour le fine-tuning, etc. Et s'il y a, comme ça s'est passé déjà, des attaques sur le fournisseur de d'IA générative, bah, finalement, toutes les données que vous avez mises dans ces prompts, elles peuvent être exposées. Et si vous exposez sans accord de votre entreprise les données, propriété intellectuelle, tout ce qui est confidentiel dans votre entreprise, ou peut-être sur certains de vos clients, et bien finalement, vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement délicate par rapport à ça. Donc évidemment, il faut faire attention, il faut que chacun se responsabilise par rapport à ça, mais du coup, le conseil pour les entreprises également, c'est d'être certain qu'ils puissent mettre en place ce genre d'outils pour permettre à leurs utilisateurs, à leurs employés d'avoir ces capacités-là, et du coup, bah, les décourager d'aller les chercher par eux-mêmes euh, chez un fournisseur de services qui ne serait pas validé par l'entreprise. Donc on retrouve ce point fondamental qui est quand on entraîne un modèle ou alors quand on fine-tune un modèle. Évidemment, quand vous allez faire de l'IA générative, par exemple, vous allez être intéressé par avoir les données de votre entreprise et pas seulement des données génériques, peut-être que vous n'exposez pas et qui n'auront pas pu être crawlées par un modèle ou un autre pour leur entraînement. Et de toute façon, vous voulez également des données à jour. Donc la question qui se pose à vous, c'est comment j'assure la confidentialité de ces données de training ou de fine-tuning. Derrière, il y a un autre type de risque, de menace par rapport à l'utilisation de modèles qui peut être le type d'attaque, alors on appelle ça des adversarial attacks, sur les modèles d'IA qui vont potentiellement en fait ajouter euh, des biais ou des réponses qui potentiellement vont diverger si justement il y a une attaque qui est réalisée. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, puisque si vous vous habituez à un modèle que vous trouvez que les réponses sont pertinentes, au bout d'un moment, on fait confiance, on vérifie moins, on perd un peu d'esprit critique. Et donc, bah, si à ce moment-là, il y a ce type d'attaque qui est effectué, évidemment, vous allez en subir les conséquences. Ça rejoint du coup le point suivant qui est toutes les questions qui se posent autour de la transparence, de comprendre d'où vient une réponse, et puis tout ce qui est biais et éthique au niveau des modèles d'IA, qui sont évidemment une question très vaste de manière générique par rapport à la technologie d'intelligence artificielle. Évidemment, un point, deux points, je dirais, très importants pour terminer cet aspect-là, c'est tout ce qui est confidential computing. Est-ce que oui ou non vous avez accès à ce type de processeur lorsque vous utilisez de l'IA? Et puis la question qui se pose autour de la sécurité des données qui sont souvent représentées sous forme vectorisée dans une base de données. Euh, la sécurité des bases de données, c'est pas un sujet récent. Ça date, je dirais, des premières bases de données. Chez Oracle, la toute première base de données qu'on a créée il y a maintenant 47 ans, c'était une base de données déjà pour des forces de police et la sécurité était au cœur de l'enjeu de ce projet. C'est toujours le cas aujourd'hui et on va voir dans les parties suivantes comment est-ce qu'on peut encore mettre en place la sécurité autour de ces bases faites pour l'IA. Alors, c'est beaucoup de sujets autour des risques, des menaces liées directement à l'IA. Pour cela, on a annoncé il n'y a pas très longtemps, et vous aurez bientôt dans le chat le lien vers ce blog, on a annoncé en fait qu'Oracle rejoignait le Safety Consortium sur l'IA du NIST. Alors pour ceux qui connaissent pas le NIST c'est le National Institute of Standards and Technology, c'est un laboratoire américain du gouvernement qui travaille vraiment sur tout ce qui est standardisation et dans la cybersécurité, on connaît bien le NIST puisqu'ils sont à l'origine d'énormément de standards sur la cyber. Donc voilà, on a annoncé, je vous invite vraiment à lire ce blog dont le lien vient de vous être mis dans le chat parce que ça explique le commitment extrêmement fort d'Oracle sur tout ce qui est standard et vous allez comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. Il y a beaucoup d'autres standards, il n'y a pas seulement ce consortium qui en lui-même n'est pas un standard évidemment. Et je pense que c'est très intéressant de comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui pour mettre en place comment dirais-je, euh, un contrôle de ces menaces autour de l'IA. Alors pour voir comment très concrètement on peut faire de l'IA aujourd'hui chez Oracle, j'ai invité Hakim Loumi à me rejoindre.
Bonjour Hakim. Bonjour Damien. Alors Hakim, tu nous rejoins de la Corp, comme disait Manon, où tu es product manager sur tous les outils spécifiquement de database security. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel est finalement le panorama de nos solutions d'IA aujourd'hui, et puis peut-être aborder, je dirais, les questions autour de quels sont les enjeux pour mettre en place de l'IA la plus safe possible. Très bien. Donc bonjour à tous. La première chose sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est le panorama, mais vraiment le périmètre sur lequel nous travaillons. Oracle propose énormément de services qui sont dédiés évidemment à des objectifs particuliers et nous intégrons l'IA depuis bien longtemps. Donc pour beaucoup, encore une fois, l'IA a eu une résonance avec l'arrivée de chatbots de type ChatGPT. Donc on est vraiment sur de l'IA générative. Mais il faut savoir que l'IA a été intégrée dans nos produits depuis bien longtemps au niveau applicatif, au niveau analytique, etc. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont, on va dire, un espèce de petit medley de toutes les possibilités que vous pourriez aujourd'hui avoir grâce à nos services. Donc ça peut être de la vision, ça peut être l'amélioration en fait de discours, de la parole. En fait, on va utiliser des modules de type NLP. Ensuite, vous avez tout ce qui peut être détection d'anomalies et puis plein d'autres choses évidemment. Et ces services sont appelés à se développer par la suite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que de toute façon, quelles que soient les IA qu'on va utiliser, qu'elles soient de type, encore une fois, analytique, comparative, ou alors des IA génératives, on a à peu près toujours les mêmes challenges qui reviennent systématiquement. Alors, ils sont pas différents en fait des challenges qu'on rencontre aussi dans la data. C'est là où Oracle, évidemment, a un rôle à jouer très important puisque nous avons des décennies d'expérience en la matière et nous pouvons vous apporter justement toutes les solutions robustes qui ont permis justement de répondre à ces problématiques de par les années précédentes. Donc la première chose à laquelle on va être confronté lorsqu'on va parler d'IA, c'est la diversité des données. Pendant très longtemps, on a été amené à ne gérer que de la donnée structurée. On a des données simples qui rentrent dans des tables. L'avènement du big data a fait évoluer grandement ce genre de choses, mais l'IA le fait carrément exploser. On va être demain, c'est déjà aujourd'hui le cas, mais demain, ce sera encore plus vrai. On va être amené à gérer énormément de données non structurées. Donc des vidéos, des images, du son et demain peut-être d'autres formats encore. Cette multitude et cette diversité de données n'est pas si simple que ça à gérer, à administrer, mais bien entendu à sécuriser. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important. On y reviendra un petit peu après. Ensuite, évidemment, vous avez l'évolution des technologies. Depuis les 5 dernières années, on est confronté dans le monde de l'IT à une arrivée très très massive de nouvelles technologies, de nouvelles normes, etc., de nouvelles façons de faire. On va beaucoup plus vite, hein, vous êtes tous confrontés certainement au fameux DevOps. Donc même les cycles de développement ont eux-mêmes évolué. Une accélération s'est opérée, mais vos systèmes et vos infrastructures, tous vos choix architecturaux ou de sécurité doivent évidemment toujours être compatibles. Donc ils doivent prendre en compte cette évolution et évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi le monde dans 10 ans sera fait, mais en tous les cas, on doit avoir comme ça des plans pluriannuels de manière à pouvoir au moins tenir les 3 prochaines années au niveau architectural. Évidemment, vous êtes confronté à des menaces qui sont bien réelles, elles peuvent être internes ou externes. Alors internes, c'est peut-être aujourd'hui les plus sournoises, les plus difficiles à gérer, mais vous aurez toujours évidemment les menaces externes qui pèsent sur vos structures, vos organisations, et qu'il faudra vous prémunir. Alors je déroule les 3 prochains points, que sont en fait les problématiques de conformité. Donc on a énormément de réglementations, et pas simplement en Europe. Évidemment, tout le monde a entendu parler de la GDPR il y a quelques années, mais maintenant on entend parler de l'IA Act. Donc ce sont les législateurs prennent très au sérieux les problématiques, les enjeux et aussi les menaces
qui pèse sur ces nouvelles technologies. C'est donc un monde qui est en perpétuelle évolution. On a des réglementations qui s'ajoutent, qui deviennent toujours de plus en plus contraignantes, de plus en plus dures. Et encore une fois, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue architectural, vous devez intégrer toutes ces contraintes lorsque vous posez pour la première fois le stylo, quand vous pensez à votre future architecture, ou en tous les cas même à la maintenance de votre architecture existante. Donc la sécurité, pendant très longtemps, c'était assez compliqué de mettre des couches de sécurité sur des systèmes existants. Il faudra vraiment basculer dans un monde security by design. C'est véritablement quelque chose vers lequel en tous les cas, les législations, les réglementations tendent à tous nous pousser à aller vers cela. Et je finirai par le point sur le cloud, on va dire sur les environnements hybrides. Aujourd'hui, une multitude d'environnements voient le jour au sein des SI. Vous aviez par le passé uniquement des choses qui étaient on-premise, donc vraiment localisées. Et petit à petit, on a vu des choses arriver avec l'avènement du cloud, notamment des hybridations. Et aujourd'hui, on est même du multi-cloud. Donc, on a plus que hybridé en fait nos architectures. Et la seule recommandation qu'on pourrait faire quand on parle d'IA, c'est qu'il faut de toute façon se concentrer sur une infrastructure qui est dédiée et qui est optimisée pour l'IA. Donc, vous devez construire, opérer, gérer et bien entendu utiliser vos modèles, les futurs modèles que vous allez entraîner ou implémenter à partir d'infrastructures qui sont réellement dédiées pour cela. Et c'est pourquoi je vais rappeler donc Damien pour que tu nous en dises un petit peu plus sur en quoi Oracle a créé un environnement et un écosystème cloud qui peut être justement optimisé et dédié pour l'IA. Mais complètement, merci beaucoup, Hakim. Concrètement, il y a un point qui est très important dans ce que vient de dire Hakim, il est important pour vous, quand on parle d'IA, euh, d'être extrêmement spécifique sur les usages. En fait, chez Oracle, aujourd'hui, quand on parle d'IA, il faut comprendre qu'on a une approche qui est globale. Les innovations autour de l'IA, ça commence au niveau infrastructure, où on a la capacité d'apporter un modèle qui est construit sur notre technologie supercluster, où vous allez avoir des GPU A100 de chez Nvidia ou H100 sur lesquels vous avez une capacité de scaling qui est juste gigantesque, avec du stockage local et donc des capacités qui sont extrêmes, je dirais, vraiment au niveau infra pour supporter vos workloads IA. Après, ça va plus loin que ça. La data platform, elle est fondamentale, et vous nous connaissez chez Oracle, c'est évidemment notre ADN. Hakim vient d'en parler, je ne vais pas en parler plus, tout simplement parce que ça va être la prochaine partie. Là encore, c'est fondamental. Pour vos usages, dans le cloud, on fournit tous les services IA dont vous a parlé Hakim il y a quelques slides, et on va y revenir très rapidement. Et puis, vous savez que Oracle, dans le cloud OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure, fournit à la fois les services IaaS, DAP, PaaS et SaaS, et nos applications SaaS, donc Fusion, HCM, ERP, etc., etc., CX, ont de l'IA intégrée et donc vous proposent les services IA au bon niveau. L'idée, c'est que vous ayez la marche la plus simple possible pour bénéficier des avantages de l'IA, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans la stack Oracle. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, on voit encore que vous avez cette stack de base qui est l'infra IA, au-dessus la data, et après donc un certain nombre de services, soit au niveau de la database, sur la partie plateforme, soit des services de GenAI, des services des agents, donc RAG, Code Assist, etc., pour le GenAI, des assistants digitaux et des fonctionnalités de synthèse vocale, de détection, de vision, de compréhension de documents, etc., qui sont des briques passes finalement que vous pouvez utiliser pour construire vos propres applications et innover avec l'IA. Maintenant, si on retourne sur l'aspect sécurité, la question, elle est double.
Elle est comment je sécurise mon implémentation de l'IA quand j'utilise un des services dont on vient de parler. Et puis, elle peut même être, je dirais, fondamentale. Et si vous regardez tout en bas de ce slide, vous avez une ligne qui s'appelle Distributed Cloud. En fait, tout ce que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire l'infra qui va vous servir, les GPU qui va vous servir pour l'IA, la data platform et tous les services jusqu'aux applications, ça s'exécute dans le cloud public. Mais ça s'exécute aussi dans tous les autres clouds non publics pour répondre aux enjeux d'un certain nombre d'États, d'un certain nombre d'entreprises, d'un certain nombre de réglementations qui nécessitent que vous ayez des capacités claires quant à savoir où est votre donnée, ce qui lui arrive, etc., etc. Donc on va y revenir et expliquer ça un petit peu plus en détail dans quelques slides. Le premier point, je disais, c'est donc la sécurité de la donnée en elle-même. OCI, on est aujourd'hui reconnu comme le quatrième hyperscaler et on est le dernier grand hyperscaler arrivé sur le marché. OCI aujourd'hui a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait déjà d'autres clouds, bien évidemment. Nous-mêmes, on avait déjà notre première génération de cloud. Et en fait, le constat qui a été fait il y a 10 ans lorsqu'on a construit OCI, c'était que l'adoption du cloud était déjà importante, mais les données les plus critiques n'allaient généralement pas dans le cloud pour des problèmes à la fois de sécurité et de performance. Donc OCI a été construit, a été pensé, a été designé dès le départ pour répondre à ces enjeux critiques de performance extrême et de sécurité extrême. Et vous pouvez utiliser avec vos services d'IA tous les services de sécurité, puisque nos services d'IA sont construits sur la fondation extrêmement sécurisée d'OCI. Dans OCI, les données sont toujours chiffrées, ça n'est pas un choix, c'est-à-dire que la question, elle se passe autour de la gestion des clés, elle ne se passe pas autour du chiffrement. On dit quand vous avez de la donnée dans OCI, que ce soit sur un storage bucket, que ce soit dans une base de données par exemple, cette donnée sera toujours chiffrée, ce qui est un énorme avantage pour vous. J'entendais Hakim tout à l'heure parler de GDPR. Vous savez très bien la différence que ça fait, par exemple, si vous deviez avoir une attaque avec exposition de données personnelles, par exemple, de vos clients. Si vous pouvez prouver que cette donnée a été chiffrée, chiffrée lorsqu'elle a été volée versus pas chiffrée, ça fait une énorme différence. Après, si vous avez des réglementations qui vous forcent à vous-même gérer le cycle de vie de vos clés, vous pouvez aller jusqu'à gérer ces clés. On a annoncé par exemple l'année dernière un partenariat avec Thales, où vous pouvez utiliser les solutions Thales en termes de HSM et de key management en dehors du cloud et ne jamais exposer ce qu'on appelle les MEC, les Master Encryption Keys, à l'intérieur du cloud Oracle. Voilà, on va extrêmement loin pour vous assurer une protection de la donnée en elle-même et on fait de même sur les données liées à l'IA. Ensuite, au niveau de vos tenants, il faut savoir que ces tenants n'ont même pas forcément besoin d'être exposés sur Internet. De base, quand vous ouvrez un tenant dans le cloud Oracle, tout est fermé. C'est à vous d'ouvrir. Et si vous décidez de ne pas mettre d'Internet Gateway, par exemple, bien en fait, votre tenant en lui-même n'aura pas d'exposition réseau à Internet. Et vous pouvez accéder à votre tenant par des liens complètement sécurisés, type Fast Connect, et donc vous accédez en fait à du cloud, mais sans qu'il y ait une surface d'attaque qui provienne d'Internet. Donc ce type, je vous donne là quelques exemples, évidemment, on pourrait parler des heures de tous les sujets de sécurité liés à OCI, mais ce type d'approche est extrêmement importante pour vous prémunir de risques liés à l'utilisation de l'IA dans un cloud Oracle. Le deuxième aspect, c'est finalement la gestion pour vous de où est votre donnée. Alors, on a annoncé avec NVIDIA lors de leur dernière grande conférence GTC il y a quelques mois, euh, Jensen Huang, qui est le fondateur de NVIDIA, avec Oracle, on a annoncé un accord pour délivrer des solutions d'IA souveraines. Alors, dans les mots de Jensen Huang, euh,
la capacité du cloud Oracle euh, intégré au niveau infra, application, combiné avec en fait les capacités de GPU de NVIDIA, donc la capacité de puissance de calcul de NVIDIA, couplé au service d'IA générative d'Oracle, permettre une flexibilité, étant donné nos capacités de déploiement, dont je vais parler dans un instant, qui permet de répondre à des enjeux liés à des régions, des territoires ou des nations qui ont des enjeux de sécurité particuliers. Alors, quelles sont ces capacités de déploiement? Aujourd'hui, on a un programme qu'on appelle chez nous Everything Everywhere. Everything Everywhere, ça veut dire que nous avons ces capacités de déploiement de tous nos services cloud. Donc, je ne suis pas en train de parler juste d'un petit peu d'IaaS pour faire de la containerisation, etc. Je parle bien de tous les services cloud et donc y compris les services d'IA dans ce qu'on appelle notre cloud distribué. Alors, qu'est-ce que c'est que notre cloud distribué? Ce sont toutes les régions qui ne font pas partie du cloud public global. Aujourd'hui, on a un cloud public global qui a plus d'une quarantaine de régions, tout dans le monde. On a aussi des clouds qu'on appelle des clouds gouvernementaux dans différentes régions. C'est vrai, par exemple, aux États-Unis, mais c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Australie. On a des clouds souverains. On a, par exemple, lancé un cloud souverain pour l'Union européenne il y a maintenant un an, dans lequel on s'engage contractuellement avec vous sur le fait que la région ne quitte pas les data centers de cloud souverain européen. Et lorsque vous êtes dans ce cloud souverain européen, vous êtes dans un autre cloud en fait. C'est-à-dire qu'il y a une isolation physique totale entre ce cloud-là et puis notre cloud public global. Donc quand vous êtes dans ce cloud, bah, vous choisissez vos régions qui font partie de ce cloud, vous ne voyez pas les autres régions du cloud public. Votre donnée n'est pas traitée de la même manière et elle est traitée par des résidents européens dans les pays de l'Union européenne pour tout, y compris les systèmes par exemple de support. Si vous êtes client Oracle, vous connaissez peut-être MOS, My Oracle Support, qui est un outil global de support pour tous les milliers de produits Oracle. Eh bien, lorsque vous êtes un client du cloud souverain européen, vous n'utilisez pas cet outil parce que sinon vos données ou vos métadonnées pourraient être disséminées partout dans le monde et c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement regardé. Donc tout ça va par définition s'appliquer à tous les services et comme je vous le disais, par ce programme Everything Everywhere, bah, tous les services englobent les services d'IA. Après, on peut aller encore plus loin et certains gouvernements, certaines grosses entreprises où certains partenaires nous demandent en fait de déployer des régions cloud. Donc là encore, des régions entièrement séparées du reste de nos autres royaumes, hein, c'est comme ça qu'on dit chez nous, c'est-à-dire on parle des realms OCI. On parle à ce moment-là de dedicated region, région dédiée, ou bien de Oracle Alloy, où on va fournir notre technologie de cloud à un partenaire qui va lui-même l'exploiter sur un territoire particulier, avec des conditions particulières. On peut imaginer par exemple avec des gens qui répondent à un certain niveau de clairance, etc., etc. C'est pour ça que nous avons pu, donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau du dernier GTC, annoncer ce partenariat pour délivrer de l'IA souveraine ensemble vers nos clients qui nous le demandent et qui en ont besoin. Un exemple de déploiement souverain, c'est par exemple Polo Stratégico National, PSN. Si vous tapez Oracle Alloy PSN dans Google, eh bien vous trouverez vous trouverez leur site en fait. Et donc c'est le gouvernement italien qui voulait un cloud souverain correspondant à leurs enjeux de sécurité. Et on a eu la chance à notre dernier Cloud World à Milan d'avoir le CTO de PSN qui a expliqué tout ça aux clients qui étaient présents, dont vous faisiez peut-être partie. Voilà, donc avant de repasser la parole à Kim, je voulais juste, en résumé, expliquer que Oracle, en fait, est parti très tôt sur l'IA, à la fois pour mettre l'IA dans les outils qui vous protègent déjà aujourd'hui et depuis plusieurs années en termes de sécurité, mais aussi pour vous proposer les briques, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau data, que ce soit au niveau service d'IA, comme GenAI, Speech, Vision, Document Understanding, etc., etc. Et aussi
intégrés dans nos propres applications. On a beaucoup de clients, alors je vais pas tous les passer, mais par exemple, sachez que lorsque vous utilisez Bing et la partie IA de Microsoft, eh bien en fait, très souvent, les calculs d'inférence s'exécutent sur l'infrastructure OCI. Preuve en fait de nos capacités sur ce point. Maintenant, Hakim, on a vu toute l'architecture et la présence d'IA au niveau de tout notre stack. Est-ce que tu peux faire un focus vraiment sur la partie database et sur comment mettre extrêmement pragmatiquement en œuvre l'IA pour nos clients d'aujourd'hui et en quoi le fait que nos clients utilisent déjà nos solutions pour stocker l'IA leur donne un avantage pour aller vers ces nouveaux services. Merci. Donc, en effet, on a parlé des infrastructures. Vous avez compris que lorsqu'on va parler d'IA, on parle d'un écosystème de beaucoup de produits. Alors, beaucoup de produits, beaucoup de matériel, beaucoup de technologies différentes. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fond, en fait, du problème, ça reste la donnée. Ça peut être des données d'entraînement, ça peut être des données à l'intérieur du modèle, une fois qu'il est entraîné. Mais finalement, ce qu'on est obligé de constater, c'est que même avec le meilleur des modèles surentraînés, il sera toujours moins performant s'il ne connaît pas les données de votre entreprise. Donc, vous êtes obligé, bien entendu, à un moment donné, d'injecter ces données pour que ce modèle, en tous les cas cette IA, soit la plus pertinente possible pour vos besoins, pour vos problèmes et vos contraintes. Donc, ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que la data, une fois qu'elle est en transit, une fois qu'elle est en mouvement dans vos systèmes, elle peut être exposée, bien entendu, à des fuites, à des tentatives d'exfiltration, à ce genre de choses. C'est là où Oracle, de par évidemment son ADN et de par toute son histoire, nous, la data, c'est notre ADN, justement, on a énormément de choses à vous apporter, énormément de choses à permettre pour sécuriser ces environnements IA. Ça m'amène tout de suite à l'évolution en fait des données. Tout à l'heure, je vous ai parlé des données structurées, des données non structurées. Ça pose un véritable problème de gérer des données non structurées. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à gérer, à stocker et bien entendu à utiliser. C'est surtout l'utilisation qui va commencer à devenir complexe. Donc on a vu des choses apparaître dans les décennies précédentes. Vous avez entendu parler de NoSQL, ce genre de choses, où on était justement en recherche de technologies qui pouvaient interroger des données non structurées. Alors, entendons-nous sur le terme non structuré, on va plutôt parler d'images, de multimédia, hein, de sons, mais ça peut être aussi des documents complexes, des PDF ou alors des documents qui ont été simplement scannés, donc ça devient une image. Comment aller chercher de l'information à l'intérieur de ces documents, à l'intérieur de ces fichiers? Donc, encore une fois, extraire cette information, la criticité et l'intérêt de cette information n'était pas si évidente. Sont apparus des modèles de base de données qui ont commencé à donner satisfaction il y a maintenant quelques années, et l'IA, évidemment, avait besoin de ces technologies. Et on a commencé à parler donc de bases de données vectorielles. C'est-à-dire que une image, un son, peu importe, la donnée non structurée peut être réduit en un ensemble de valeurs numériques qui constituerait un vecteur. Et ce vecteur, il va pouvoir avoir plusieurs dimensions. Donc, on connaît tous la première, la deuxième, la troisième dimension. Imaginez-vous que dans une base vectorielle, nous pourrions avoir des millions de dimensions. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais prendre l'exemple d'une maison. Une maison est caractérisée, elle est constituée d'éléments qui sont bien distincts et que l'on pourrait éventuellement bien codifier de maison en maison. Elle a un toit, elle a une façade, elle a des portes, elle a des fenêtres, elle a peut-être un jardin. En tous les cas, elle a un environnement dans lequel cette maison a été posée. Ça pourrait être un appartement, hein, bien entendu. Et vous voyez donc à l'écran, je vous montre comment chacun de ces éléments, chacune de ces caractéristiques de l'image, donc là on est sur une image, mais ça pourrait être exactement la même principe et la même démarche
pour une vidéo, pour un son, donc pour la voix, ou même pour du texte. Et donc, on va donner un vecteur à chacune de ces caractéristiques. Donc, chacune de ces caractéristiques va représenter une dimension. Et pour chaque dimension, la valeur correspondra à un élément. Donc, pour le toit, par exemple, là, dans cet exemple, c'est la valeur 33. Ça va être la dimension, donc, type de toit. Et le 33 correspondrait par exemple à un toit en forme triangulaire. Le 22 pourrait ressembler à un toit plat, etc. On pourrait même aller plus loin sur le détail de ces toits. Est-ce que à l'intérieur de ces toits, il y a des formes particulières, ou alors est-ce qu'il y a un élément constituant très précis? Donc, est-ce que c'est du shingle, de la tuile, est-ce que c'est du bois, etc. Et on pourrait comme ça définir ce toit avec une valeur numérique qui serait très étendue, de manière à ce que ce soit le plus précis possible. Et on va descendre comme ça, on va aller sur chacun des éléments, chacune des dimensions qui constituent cette image. Donc, par exemple, la décoration, ou alors le nombre de fenêtres, le nombre de volets, le type de matériaux utilisés, est-ce qu'il y a des fondations, pas des fondations, etc., etc. Donc vous comprenez, une fois que j'ai mon vecteur, ce sera assez simple finalement de traduire une image complexe en quelque chose qui est beaucoup plus facilement digérable par un système informatique. Ça nous donnera donc euh, une espèce de cartographie de tous les éléments qui sont constitués de ces dimensions-là. Donc dans cet exemple, je vous mets plusieurs maisons. Donc là, on a trois maisons. Et très rapidement, on va vite voir si des maisons sont à peu près identiques ou si elles sont carrément éloignées. Donc là, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous voyez deux types de maisons qui ont l'air de se ressembler puisque leur vecteur, on va dire la combinaison de leurs vecteurs ressemble l'un par rapport à l'autre. En revanche, ma maison avec le toit triangulaire est en bas, donc elle est assez éloignée. Donc on va pouvoir très facilement créer des index et on va pouvoir aller chercher comme ça ce qu'on appelle le voisinage proche. Donc lorsque je vais interroger la base de données avec une certaine image, je vais lui demander est-ce que le vecteur qui est calculé sur mon image, est-ce qu'il y a des vecteurs qui correspondent dans le voisinage proche? Et comme ça, je vais pouvoir retrouver très facilement une information le plus rapidement possible. Ça, ce serait très compliqué à faire si nous étions dans un environnement de base de données relationnelle avec des données structurées. Il faudrait que je détaille extrêmement finement chacun des éléments et ensuite mes mots-clés deviendraient le critère de sélection. Au-delà de la complexité de représenter cette image en mots-clés, il faudra aussi, bien entendu, tenir compte de la lenteur, puisqu'il faudra aller chercher une image correspondante avec ces mots-clés. Donc, l'intérêt du vecteur est clairement évident. Et je vous donne un exemple concret sur d'autres éléments. Donc là, j'ai pris une maison, mais bien entendu, ça pourrait être valable pour n'importe quoi. Ça pourrait être valable pour des mots. En fait, quand une IA répond, elle répond en fonction de probabilités et de zones de voisinage assez proches. Donc, dans une certaine langue, on sait que des mots s'enchaînent. Dans un certain contexte, on sait que des mots vont se retrouver à tel ou tel endroit. Donc, dans cet exemple pour les animaux, je vais avoir un ensemble éléphant, chien, chat, etc. Mais chacun va être à des endroits différents, puisqu'il représente des dimensions différentes. Un chat ne représente pas un éléphant, etc. Mais on reste globalement dans le même périmètre de voisinage si on veut parler des animaux. Ou alors, si je vais parler de fruits, je vais aller directement dans un autre espace de mes dimensions, mais tous mes fruits vont rester dans à peu près le même voisinage. Vous multipliez ça à l'infini pour tout ce que vous pouvez imaginer. Encore une fois, ça peut être de la vidéo, du son, ça peut être des mots, ça peut être des images, etc. Voilà un peu en quoi la base vectorielle va devenir vraiment efficace. Elle va pouvoir encoder, donc donner un vecteur à une image ou à un élément non structuré très rapidement, qui par la suite pourra être retrouvé encore plus rapidement. Et c'est là où ça devient intéressant si vous imaginez donc
des applications qui traiteraient de la maison dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pourriez imaginer que une personne a pris en photo une maison dans la rue, ou mieux, elle fait, ou pire en tous les cas, elle fait un dessin de la maison de ses rêves, vous la prenez en photo, l'IA va la vectoriser et ensuite trouvera dans l'application la maison qui correspond à vos rêves, dans tous les cas celle que vous auriez modélisée, ou à la maison que vous auriez pris en photo. Et là, on voit tout de suite les cas d'usage qui pourraient arriver et qui pourraient tout de suite devenir beaucoup plus pertinents, puisque très rapidement, vous allez pouvoir mettre des choses qui étaient très difficilement euh, comparables, vous allez pouvoir les comparer très très rapidement. Mais les entreprises vont naturellement se poser, et elles se le posent déjà, hein, ces questions-là, elles se demandent, mais très bien, moi j'ai déjà un existant, j'ai déjà des éléments qui me permettraient de, admettons, je suis une entreprise qui vend des maisons ou alors qui loue des maisons, j'ai déjà une base de données avec peut-être des caractéristiques, des éléments bien précis, mais avec déjà des photos de maisons existantes. Je pourrais donc tout de suite avoir ce type d'application exploitable. Mais pour ça, il va falloir que je mette en relation le module d'IA avec mon modèle entraîné et avec mes données internes. Et ces données, pardon, ne sont peut-être pas des données non structurées. Elles sont peut-être justement des gestions de stock ou alors des facturations et autres, que sais-je, des données qui sont structurées depuis bien longtemps dans vos bases relationnelles. C'est là où il est important de comprendre comment fonctionnent les recherches lorsque vous effectuez ce qu'on appelle une inférence. Lorsque vous allez commencer à discuter avec un modèle d'IA, il faut voir et bien comprendre les interactions. Donc, dans cet exemple, je vous mets juste ce qu'on appelle une recherche par vecteur, donc une recherche de similarité. Donc, je vais essayer d'injecter un vecteur et de voir si je trouve un vecteur correspondant au sein de mon modèle. Donc mon modèle, hein, vous en avez plusieurs, hein, vous en connaissez, des modèles, ce qu'on appelle des modèles de fondation, des modèles qui ont été entraînés. Une fois que l'entraînement a été fini, le modèle est disposé à un endroit et ensuite on va y accéder soit par des API, soit par des applications pour aller discuter avec, pour savoir si justement ma question, mon prompt ou l'image que je veux lui donner, est-ce qu'il est capable de me dire, de me décrire cette image ou de m'en dire un peu plus, ou dans les IA génératives, de pouvoir générer du texte et d'entamer une discussion entre l'utilisateur et le fameux modèle. Donc dans cet exemple, si j'injecte par exemple des documents dans un modèle existant, un modèle qui a déjà été entraîné, il va me falloir à un moment donné que ce document que je lui injecte soit compris par un système pour qu'on puisse commencer à le rechercher dans d'autres bases de données existantes. Vous voyez que l'écosystème commence à devenir assez complexe. On va peut-être parler même de plusieurs technologies. Vous avez peut-être un modèle d'IA qui est d'une certaine technologie, qui va nécessiter peut-être du Python pour pouvoir discuter avec, ou alors des API. Et ensuite, il va falloir que vous vous connectiez à l'intérieur de vos systèmes à vous pour aller dans des bases NoSQL ou dans des bases relationnelles, graphes, spatiales, pour commencer à mettre tout ce beau monde en corrélation pour, à la fin, trouver la pertinence, la donnée qui correspond à la demande initiale. Alors ça peut prendre du temps, ça peut être très complexe, ça, en tous les cas, ça va faire intervenir énormément de technologies et de gens. Ça, c'est évident. Ensuite, on a poussé évidemment la réflexion beaucoup plus loin avec le système RAG, enfin, le concept RAG, qui lui va s'attarder cette fois-ci à à mettre en lumière vos données. Je ne veux pas, moi, qu'un modèle quelconque qui a été entraîné avec des modèles standards ou des données standards, je ne veux pas qu'il me dise n'importe quoi. Je veux qu'il réponde exactement à ma demande. Donc, si par exemple je travaille dans une industrie très précise et que j'ai besoin d'avoir une information encore plus précise, mes données, seul moi maîtrise finalement un certain périmètre et ces données-là ne sont disponibles qu'au sein de mon entreprise. Je suis le seul à les posséder, mon concurrent ne les a pas et je ne veux surtout pas que mon concurrent les détienne. Ça me permet surtout aussi de former mes gens en interne. Admettons que nous mettions
toutes les formations en PDF à l'intérieur du modèle et qu'on le fine-tune, donc on l'entraîne à devenir un chatbot pour que toute personne qui aura une question sur tel ou tel sujet à l'intérieur de l'entreprise pose sa question au chatbot et a la réponse instantanément. Encore une fois, pour que la réponse soit la plus pertinente possible, elle doit se mettre en relation avec l'écosystème existant. Des fichiers Excel qui pourraient traîner ici et là au sein du marketing, au sein du groupe commercial ou je ne sais quoi, des fichiers qui jamais n'étaient installés dans une base de données auparavant. Vous voyez, l'écosystème commence à devenir très complexe. Dans cet exemple, on va faire notre recherche de similarité, encore une fois, en allant vectoriser déjà la demande qui est produite. On va interroger un modèle existant. On va aller le mettre en relation avec les données, encore une fois, qui sont uniquement en possession de l'entreprise. Et au final, on donnera une réponse qui hallucinera le moins possible. Rappelez-vous, hein, la phase d'hallucination, c'est lorsqu'un modèle d'IA se sent obligé, parce qu'il est comme ça, il se sent obligé de répondre, mais il va pas répondre correctement, ou alors il va pas vous dire je ne sais pas, il va halluciner, donc il va commencer à diverger. Et si vous, évidemment, si vous connaissez déjà la réponse, vous savez qu'il est en train d'halluciner, donc vous n'avez pas trop confiance dans ce qu'il est en train de vous dire, mais si vous n'êtes pas au courant, et typiquement c'est le cas lorsque vous êtes formé à quelque chose, eh bien, vous seriez malheureusement prêt à accepter les informations qu'il vous donne. Donc pour éviter ça, cette phase d'hallucination, le fine-tuning est très important et le RAG va contextualiser la demande en fonction des données réelles de votre entreprise. Alors ça pose évidemment des soucis évidents, c'est que on va devoir faire discuter, encore une fois, plein de systèmes les uns par rapport aux autres. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a un transfert de données, alors là, j'ai la casquette sécurité, hein, c'est la personne de la sécurité qui va vous parler. Dès qu'une donnée est en transit, cette donnée peut être exploitable, exfiltrable, elle peut être corrompue, etc. Donc, plus vous allez avoir un écosystème qui est large, avec des technologies différentes, vous allez faire intervenir des gens différents, avec des compétences différentes, vous augmentez la surface d'attaque, mais vous augmentez aussi la complexité de maintenir cet écosystème sous contrôle. Et ça, je ne parle même pas du développement et du fait que l'application doit être la plus pertinente et la plus maintenable d'un point de vue technologique. Là, je parle vraiment d'un point de vue sécurité. Lorsque trop de gens sont mis autour de la table, on peut avoir des risques d'exfiltration. Oracle, donc, propose de tout centraliser à un seul et unique endroit, dans une seule base de données. C'est donc toute l'ambition qui a été mise en avant avec la 23 AI, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver tous les types de modules et de modèles de bases de données dans une seule et même base de données. Vous allez ainsi pouvoir profiter de la vectorisation. Vous allez pouvoir discuter, donc faire des inférences avec des modèles et des structures existantes. Donc, des bases de données relationnelles, NoSQL, graphes, spatiales, memory, tout ça dans le même et unique moteur, de manière à ce que ces données ne sortent pas. Tout ça pourra être géré par du langage SQL. Donc, c'est un langage qui est maîtrisé par énormément de gens à travers le monde. Et vous allez surtout avoir l'immense chance de pouvoir bénéficier de tout l'écosystème de sécurité qui est lié à la base de données Oracle. Et là, je vous renvoie à la session de Vincent Murcy qui a été faite hier, la session numéro 3 de cette semaine de la Security Week, où vous allez retrouver tous les piliers de sécurité, le chiffrement, l'audit, le monitoring, l'accès, la gestion des accès concurrents, etc., etc. En insistant bien sur les dernières nouveautés de la 23 AI, que sont justement le fait de contrôler les requêtes entrantes, de pouvoir mettre des utilisateurs en lecture seule ou en tous les cas de leur mettre des rôles encore plus restreints, de pouvoir utiliser les derniers protocoles comme le TLS 1.3
pour les communications en transit entre votre base de données et votre interlocuteur, enfin votre poste client. Utiliser les versions les plus robustes du chiffrement, comme l'AES 256 par défaut désormais, et l'AES XTS qui remplace les notions de CBC, donc de gestion chaînée. Donc, on va les remplacer par de la gestion par bloc. Donc, on va être encore plus sécurisé pour confidentialiser la donnée. Et encore une fois, améliorer les gens qui se connectent aux bases de données en passant soit par du MFA, soit par du Kerberos avec des échanges de clés, etc. Donc, vous voyez que aujourd'hui, la base de données Oracle devient centrale et permettra donc de faire discuter des modèles IA avec l'existant de vos bases de données. J'en ai fini et je passe la main, donc c'est Manon, hein, si je ne me trompe pas, pour la session des questions-réponses. Tout à fait, merci, merci Hakim, merci Damien pour vos présentations et vos explications sur cette dernière heure. Donc, on va aborder ensemble la session des questions-réponses dans un instant, mais j'en profite pour vous repartager le fait que vous avez le bouton Q&A dans le bas de votre écran si vous avez d'autres commentaires à nous faire remonter. Donc, je voulais quand même vous rappeler que vous bénéficiez d'une formation gratuite, voilà, Oracle University. Profitez de cette période peut-être estivale pour monter en compétence sur les sujets de sécurité. On partage notamment un parcours qu'on trouve particulièrement intéressant, donc Become a Cloud Security Professional. Donc, pour en bénéficier, on vous remet le lien dans le chat en plus du QR code qui s'affiche sur votre écran. Donc, Hakim, Damien, si vous êtes toujours avec moi, on va faire le mieux pour traiter dans les peu de minutes qui nous restent avant midi quelques questions. Alors, une première qui nous dit, vous avez parlé de différents modes de déploiement cloud non public. Est-ce que c'est uniquement pour la base de données ou aussi pour les services cloud que vous avez dont vous avez aussi parlé? Ah bah, c'est une très bonne question. Donc effectivement, tout à l'heure j'ai présenté les services cloud, enfin, nos capacités de déploiement cloud en fait. Donc aujourd'hui, Oracle, on a un hyperscaler, un cloud hyperscaler qui s'appelle OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Donc si vous voulez, c'est la même chose que le GCP, que AWS, que Azure, etc. Ce cloud, il est déployé sur plus de 40 régions. Et c'est un cloud public mondial, évidemment multi-tenant. En fait, pour certains clients importants, comme des gouvernements, comme des grosses entreprises, certains nous demandent de déployer des clouds qui leur sont dédiés, donc qui n'ont rien à voir avec le cloud public, etc. On a des régions comme ça, puis on a des régions comme, je parlais tout à l'heure du cloud souverain européen, par exemple. Et en fait, ces clouds bénéficient de toutes les mêmes technologies que le cloud public. Donc, pour répondre à la question, tout ce que vous pouvez faire dans le cloud public, vous pouvez le faire dans ces clouds privés, souverains, gouvernementaux, etc. Donc, à la fois la base de données, bien entendu, mais à la fois l'utilisation des services d'IA dédiés, des services d'IA infrastructure ou de l'IA dans les applications qui seraient dans la partie SaaS qui serait déployée dans ces régions. Donc, c'est vraiment, ça se limite pas à une composante de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui en particulier, c'est global. Super, merci Damien, très clair. Une autre question qui vient d'arriver à l'instant. Donc, la conversion image vers vecteur est-elle faite par la 23 AI ou par un algo d'intelligence artificielle à l'extérieur de la base? Je complète la question. Une DB peut-elle gérer plusieurs modèles d'embedding différents? Alors, oui et non. En fait, tout va dépendre de la version que vous avez. Là, actuellement, nous sommes en version 23.4 de la 23 AI. Il y a aujourd'hui nécessité pour certaines applications d'avoir des API. Donc, la vectorisation peut se faire par des API qui vont installer le vecteur dans un nouveau champ, un nouveau type de champ, hein, le type de champ vecteur. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir avoir des possibilités de faire via du Python de la vectorisation. Vous avez aussi d'autres modules qui vont arriver où cette fois-ci, tout pourra se faire à l'intérieur de la base de données, mais pour l'instant, on est en avance de phase quand je vous dis ça. C'est peut-être un peu prématuré, mais gardez à l'esprit que à terme, de toute façon, l'idée, c'est que la vectorisation ne soit plus un frein. En tous les cas, la phase de vectorisation ne soit plus un frein
pour l'insertion dans la base. La deuxième chose par rapport à la question, donc c'était sur les modèles d'unbending. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple aller sur un site comme Onyx et télécharger des modèles qui sont open source et vous pouvez bien entendu les installer sans aucun souci. Demain, vous pourrez en gérer plusieurs, hein, c'est pas un souci. La seule contrainte, c'est le stockage. Aujourd'hui, vous êtes limité donc à une certaine taille pour pouvoir stocker en fait un modèle. Donc c'est appelé de toute façon à grossir et vous ne serez pas limité en nombre de modèles, mais plutôt en taille de modèle. Très bien, merci, merci Hakim. On va prendre, je vois le temps qui tourne, une dernière question. Euh, on me demande les standards de sécurité qu'il existe autour de l'IA. Bonne question. Donc en fait, quand on est habitué à être dans le monde de la cyber, effectivement, il y a pas mal de standards. Il y en a beaucoup, hein, c'est difficile je vais pas pouvoir les lister tous, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce que vous connaissez comme ouverture, enfin comme standards les plus connus, et puis aussi comme références les plus connues, sont en train de s'adapter à l'IA. Par exemple, si vous connaissez OWASP, comme le OWASP Top 10 pour les 10 menaces les plus importantes, etc., sur tout ce qui est web. Concrètement, aujourd'hui, vous avez des modèles OWASP Top 10 sur les LLM, etc. Vous en avez trois aujourd'hui, je crois, qui ont été publiés. C'est intéressant d'aller voir ça. Vous avez des standardisations qui sont en train d'être faites. Donc, par exemple, le NIST a fait le AI RMF. Donc, si vous tapez NIST AI RMF, très intéressant à aller voir. C'est vraiment une approche globale sur les best practices sécurité dans l'implémentation de modèles et d'IA chez vous. Je sais que il y a une excellente publication qui a été faite par l'ANSSI sur la sécurisation de l'IA générative. Je recommande aussi vraiment d'aller la lire, très très intéressante. Nos amis au UK du CNSC ont fait une comparable également. Donc oui, ça se développe vraiment beaucoup. Il y a déjà énormément de best practices à aller chercher, tout à fait. Très bien. Merci, merci Damien, merci Hakim. Je pense on va clôturer voilà, sur cette question pour cette session, mais aussi pour l'Oracle Security Week qui touche désormais à sa fin. Donc merci à tous de nous avoir suivis donc aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine. Donc pour rappel, le matériel des sessions vous sera partagé par email la semaine prochaine. Et les replays seront également disponibles dans le groupe LinkedIn, donc Objectif Cloud Oracle. Donc, je vous ai déjà parlé en début de session, donc je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez également profiter, je vous le rappelle, de ce groupe pour poser toutes vos questions aux experts dans le cas où vous n'aurez pas encore de contact Oracle côté commercial ou avant-vente. Donc, de la part de toute l'équipe Oracle, on vous souhaite une très belle journée, un bel été et on se dit à très bientôt. Au revoir à tous.